Bonjour et bienvenue à notre chaîne Lightling Vision. Aujourd'hui, Mother continuera avec la partie 2 sur le sujet du racisme. Donc dans la partie 1, Mother nous a expliqué d'où vient le racisme et je vous invite à l'écouter parce qu'on apprend quelque chose qu'on n'a jamais entendu avant. En tout cas, c'est vraiment, ça va nous aider vraiment à comprendre qu'est-ce qui se passe en nous et avec tous les autres autour de nous. Mother, bienvenue. Merci. Donc, moi, je suis très impatiente d'entendre la suite parce que j'apprends énormément et je sais que ça va m'être très utile pour comprendre encore plus ce monde. Ben, espérons-le, parce que le racisme dont on parle aujourd'hui est un phénomène malheureux. Je dirais, c'est une erreur de pensée, c'est une fausse conception de la vie. Parce que comme j'ai déjà dit dans la première émission, on est des migrants, on est des âmes qui migrent de peuple en peuple, de culture en culture, de continent en continent au fil des siècles et des millénaires, voire 1 million ou 2 ou 3 millions d'années, ça dépend combien de temps chacun de nous est déjà ici. Parce que même ça varie selon les individus. Donc tu peux dire que le phénomène d'utiliser la couleur de la peau, comme j'ai dit déjà, pour te sentir supérieur, est une attitude qui est apparue principalement sous cette forme-là, la couleur de la peau, à travers la race blanche, disons qu'il y a 500 ans, avec les premiers voyages par la mer pour découvrir d'autres contrées. Et ça allait de pair avec le fait que la race blanche était en train de développer en premier, les autres aussi, avec nous, mais sous une autre forme, parce que comme j'ai dit, chaque couleur de peau à l'époque est une forme d'expérience, et pourtant on fait la même expérience en tant qu'humanité dans son ensemble, finalement. La race blanche avait découvert donc des capacités intellectuelles, s'intéressait à la science, et se croyait malheureusement, à cause de ce développement intellectuel, supérieur à des peuples qui, à travers leur jeu, semble extérieurement plus primitive. Mais ça, c'était l'apparence. Et le problème de l'intellect et du développement de l'intellect qui a donc commencé il y a 500 ans environ, pour une majorité, il y a toujours eu des personnes plus avancées partout dans toutes les cultures, à travers tous les temps. Mais en masse, on a commencé à développer l'intellect, disons il y a 500-600 ans. À travers la science. Dans ce coup, à travers le jeu de l'intellect, on observait attentivement l'extérieur. Donc, de la même façon que scientifiquement, on commençait à analyser, décortiquer le monde à l'extérieur de nous, dans tous ses détails, on faisait pareil avec l'être humain. On commençait à regarder l'apparence extérieure. Et donc, le problème est apparu. Si je veux envahir une contrée et dominer, ben je commence à regarder la couleur de la peau, et malgré le fait, paradoxalement, que les blancs qui arrivaient étaient en minorité, à cause de cette prédominance intellectuelle, même infime à l'époque, ils se trouvaient supérieurs, ils avaient les armes aussi souvent, ils essayaient de dominer la situation par une projection sur la couleur de la peau. Ça c'est une façon très simple de l'expliquer, il y avait d'autres choses qui entraient en jeu, mais parce qu'on parle de racisme, la couleur de la peau devenait une façon de juger quelqu'un supérieur ou inférieur. Et la race blanche, en minorité sur la Terre, a utilisé ce moyen comme défense pour garder sa position et plus y est dominé. Je viens de dire que l'âme parcourt tous les peuples, toutes les contrées, toutes les couleurs. Elle n'a pas ce problème. Elle n'a jamais eu ce problème. Elle n'a pas jusqu'à aujourd'hui. Mais nous sommes au niveau où nous en sommes la plupart du temps dans notre développement, très identifiés à l'extérieur, encouragés par notre intellect scientifique qui décortique, qui regarde l'extérieur. Les peuples, jusqu'à il y a 500 ans, je grandis bien sûr, je dois mettre les choses dans des généralités,
Mais les peuples n'avaient absolument pas l'habitude de faire ça. Jusqu'à il y a 500 ans, les peuples vivaient beaucoup plus en groupe, dans des consciences qui étaient encore très fortement liées à l'âme, ou à un monde intérieur. Et l'idée de lier quelqu'un purement à son apparence extérieure n'était pas là. Malgré le fait qu'on utilisait des choses extérieures pour faire la guerre, pour mettre des plumes, pour mettre des couleurs, mais ça avait une toute autre connotation. C'était pour signifier qu'on allait tous en guerre, ou justement qu'on fêtait une fête religieuse, ou qu'on était en deuil. Mais ce n'était pas du tout dans l'idée de se sentir réellement supérieur, ou de prendre une avance sur le plan intérieur sur les autres. Ça, c'est devenu un problème quand l'homme, il y a 500 ans, majoritairement, a commencé à ce qu'on appelle s'individualiser, donc quitter la conscience de groupe, tribale, même si la conscience familiale est encore restée, même jusqu'à nos jours. Mais on a commencé à nous appeler, à nous ressentir plus un individu. Mais si tu te sens un individu, tu es vulnérable. Tant que tu te sentais une partie intégrante d'une tribu, d'une race, ou encore d'une grande famille, ah là tu es forte. Tu es avec les autres. Mais au moment que l'intellect de l'être humain commençait à se développer sérieusement, il y a 500 ans, en premier, ou surtout pour la race blanche, mais aussi dans les autres peuples. Mais ils vivent donc, comme j'ai dit, déjà une légère différente expérience, et donc ça se manifestait autrement. Mais c'était le même phénomène. Dans ce coup, tu vas voir apparaître l'idée que je dois me maintenir dans un milieu hostile. Et là, le problème de la supériorité apparaît. Donc, avec l'individualisation de l'homme, le fait qu'on quitte dans notre conscience le milieu tribal ou les grandes familles et je deviens une personne, devient le problème, je dois tenir debout et garder tout le reste autour de moi en dessous pour qu'ils ne peuvent pas m'envahir. Ben, avec cette conscience-là, et avec le développement de l'intellect qui va de pair avec cette forme de croissance, tu vas apparaître le problème réellement de la supériorité. Ce problème a toujours existé dans la race humaine, mais sous d'autres formes, à un moindre degré, et était malgré tout, bon, je parle en règle générale, imbriqué dans des règles morales plus strictes. Des esclaves ont toujours existé. Les Grecs les avaient, les Égyptiens connaissaient des prisonniers de guerre, mais on traitait l'autre, malgré tout, profondément autrement. L'autre avait malgré tout le droit d'exister parce qu'on se sentait encore plus unis en tant que race humaine, en tant que tribu. On voyait à travers l'autre le tribu dont il faisait partie et on avait un certain respect pour sa famille ou son tribu. Donc on ne pouvait pas aller plus loin qu'une certaine limite, même dans l'irrespect dans le passé. Avec l'individualisation de l'homme moderne, le fait que tu es un individu, le problème, comme j'ai dit déjà, a réellement apparu. Parce que dans ce coup, tu peux en tant qu'individu être complètement méprisé par un autre individu. Tu n'appartiens plus à une race, à une famille, une grande famille. Tu dois te défendre toi-même devant une autre personne. Et là, tu vois tous les phénomènes qui mènent au racisme. Et pourtant, ça reste d'un point de vue spirituel le problème de la personnalité humaine. Parce que l'âme ne vit pas les choses comme ça. La solution pour le racisme, c'est simplement la conscience de l'âme. Si tu prends conscience que tu as une âme, tu te rends compte que l'autre l'est aussi. Et la couleur de la peau n'a plus aucune signification. Non. Mais tant que tu te sens identifié à ta personnalité et tu dois tenir debout dans un monde hostile, tu vas chercher des moyens d'inférioriser l'autre. Donc c'est toujours poussé par l'insécurité.
le racisme est toujours poussé par l'insécurité. Tu es en face de quelqu'un d'autre et tu veux garder le dessus. Tu peux utiliser d'autres moyens pour garder le dessus. Et peut-être il n'y a même pas de raison. Si tu te ressens dans ta conscience une âme et l'autre l'est aussi, il y a égalité. Il n'y a aucune raison de se combattre. Mais bon, ça c'est une utopie pour l'instant, ça c'est l'idéal et on est encore loin. Mais on peut commencer par réfléchir déjà à l'idée que moi, j'ai aussi parcouru dans le passé toutes les couleurs. Et un deuxième phénomène qui est intervenu avec ces voyages qu'on a commencé à faire sérieusement il y a 500 ans, dans la direction d'autres contrées. Et ça, c'est le fait que j'ai déjà mentionné, qu'on a commencé à se mélanger à d'autres tribus, à d'autres couleurs, si vous voulez. Ça n'existait pas avant. Avant, il y avait une interdiction à haut degré morale dans l'humanité de te mélanger à d'autres races. Je dirais, intuitivement, chaque race se respectait et respectait les autres races. Donc on ne se mélangeait pas. Ça, c'est une mesure qui a longtemps régné sur la Terre intuitivement, instinctivement, qui était une mesure de protection. Parce qu'avec le mélange, les difficultés apparaissent aussi. Tant que les races n'étaient pas mélangées, il y avait ce respect naturel, des limites saines entre les races, entre les individus. Et ça a permis à l'humanité d'évoluer. Mais avec la colonisation, les mélanges sont apparus. Avec les mélanges, le racisme est fortement apparu, sous la forme qu'on la connaît aujourd'hui. Paradoxalement, parce que tu dirais, avec les mélanges, le racisme s'en va. Oui et non. Oui, d'un point de vue extérieur, c'est-à-dire que les couleurs commencent à se mélanger. Et aujourd'hui, on peut dire que quelqu'un d'une race pure n'existe plus, quasiment plus. On est tous mélangés. Le bon côté de ça, c'est que ça n'a plus aucun intérêt de parler de race parce qu'on est des mélanges. Mais tu vois l'autre côté aussi apparaître. Dans ces mélanges, ceux qui se sentent le plus purs dans leur race commencent à revendiquer leur pureté. Rien n'est dit. Peut-être c'est parfaitement inconscient chez l'individu, mais il a un comportement de supériorité vis-à-vis du reste du monde. Ça veut dire qu'actuellement, on vit la difficulté d'énormément de mélange, tout est mélangé. Et tant que tu veux t'identifier à la nature inférieure, à la personnalité, tu utilises tout ce que tu peux trouver. Et la couleur de la peau peut en faire partie. Qui est le plus blanc entre nous? Par exemple. Ça peut aussi prendre une autre couleur, qui est le plus intelligent, qui est le plus fort. Mais la couleur de la peau est donc actuellement un des phénomènes, parmi d'autres, que l'individu, identifié à sa nature inférieure, donc non consciente de sa vraie nature en tant qu'âme, utilise pour garder le dessus parmi d'autres individus auxquels il doit faire face et à qui il donne la concurrence, instinctivement. Je pense que le jour où on peut commencer à parler en termes d'âme, et j'insiste, là on peut commencer à véritablement neutraliser le phénomène, le racisme, en disant oui, mais ça n'a pas de sens. Oui, parce que quand on vous écoute comme ça semblerait facile. Pourtant. Ça semble facile parce que c'est vite expliqué en théorie, mais dans la pratique c'est très difficile. Parce que tu te retrouves, une fois incarné dans un corps physique, dans un ensemble de données instinctives, héréditaires, qui viennent du passé. Ce qu'ont vécu tes ancêtres, ta race, ton peuple, fait
quelque part aussi partie de toi. Inscrit. C'est inscrit dans tes cellules. C'est la mémoire, on peut dire, des cellules. Une forme de mémoire qui est dans les cellules. Et tu vis identifié à ton corps, à la personne que tu es, donc pas à ton âme. Cette lutte de tenir debout, comme j'ai dit tout à l'heure, en tant qu'individu, il faut maintenant tenir debout vis-à-vis d'autres individus. Et tu utilises ce que tu peux si vite trouver. Et le racisme est le moyen le plus simple de tenir debout. C'est tout basique et c'est instinctif. Bien sûr, l'homme moderne aussi, dans son intellectualité, va dire « mais moi je ne suis pas raciste du tout ». Oui, ça sera super, et certainement il y en a d'entre nous qui n'ont pas ce problème. Mais d'autres l'ont, sérieusement. Et d'après moi, la meilleure façon de faire face, c'est au moins de réfléchir à l'idée de la réincarnation et du fait que l'homme que tu as en face de toi et que tu méprises, c'était toi hier. Et deuxièmement, si tu n'arrives pas à te défaire de cette habitude de mépriser, pour des raisons pas valables et de toute façon, le mépris n'a aucun sens. Il se peut que tu vas te retrouver dans cette situation dans la vie suivante pour corriger ton comportement. Ça peut-être mettre à réfléchir. Ça veut dire que, comme le Christ a dit, ce que tu fais à ton frère ou à ta soeur te sera fait un jour. Et si ce n'est pas dans cette vie, ça sera dans la prochaine. J'insiste, la réincarnation n'est pas une pure philosophie, c'est une réalité. Et accepter en tant que monde, humanité, cette réalité, peut résoudre des problèmes, ou commencer à résoudre des problèmes. Parce que tu vas réfléchir autrement, et voir les choses autrement. Je pense que ça peut être le début d'un changement en bien. Et c'est pour cette raison que je parle, que j'ai accepté de parler. Il est temps de mettre la pendule à l'heure. Oui. Moi là, j'ai une question inversement. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui est victime de racisme? Qui est victime de racisme? J'ai vécu moi-même dans des pays où j'étais considérée moi-même comme moins bienvenue. Où je allais me dire, oui, mais vous êtes une femme blanche, ça n'existe pas. Oui, ça existe. Ça existe pour toutes sortes de raisons. C'est-à-dire que le racisme n'est pas lié aux blancs, c'est lié actuellement à tous les peuples. Il y a plein de mélanges et le phénomène est lié à la nature inférieure, à la personnalité qui veut rester debout. Donc je l'ai vécu moi-même. Qu'est-ce qu'on peut en faire? La seule chose que j'ai pu en faire, c'est de développer l'amour véritable en moi et d'essayer de comprendre l'autre qui se sentait menacé par moi, qui défendait son territoire ou lui-même, et de prier le ciel, le Dieu, bon Dieu, les anges, comme vous voulez, de m'aider à grandir en amour et compassion. C'était le seul salut. Et ça avait un effet très positif sur les personnes que j'avais en face. Donc plus moi je travaillais sur l'acceptation, la compréhension, la compassion, mais je ne peux pas dire que je l'avais naturellement. Bien sûr, une partie, quelque part on reconnaît ces mots en partie en soi-même, mais ça m'a permis de grandir dans ce sens. Donc c'était des expériences salutaires pour me faire évoluer. Mais j'ai dû demander l'aide d'en haut parce que ce n'était pas évident. Et ça m'a amené à essayer de comprendre les personnes en face, qui sur le coup, à travers mon attitude
de non-violence, je dirais, ont été amenés, je pense aussi, à réfléchir à leur comportement et ont changé des choses. Donc on a tous grandi. Ouais, c'est bien. Merci, Mother. Donc, est-ce qu'on aura une partie 3 ou si on conclut de... Je pense que l'essentiel est dit Ben, ici. on en reparle. Peut-être ça reviendra à d'autres occasions. Oui, oui, Mais je dirais, pour les deux parties, il faut approfondir les choses et méditer, prier. Oui, et prier. Oui. Parce que ce n'est pas quelque chose qui s'en va comme ça. Non, ça semble facile, mais c'est un travail difficile. C'est un travail de chaque jour. Oui, mais c'est un travail qui vaut la peine d'être entamé. Oh, absolument. Ouais. Merci. Donc, si vous avez des questions à propos de ce que Mother a expliqué sur le racisme, n'hésitez pas à nous écrire et inscrivez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et nous vous souhaitons une très belle journée. À bientôt. saber de amore القربي خود saber de amore القربي وبعد اللي حضرت العربي وبعد اللي حضرت العربي
metabil hobi Vada lili hadra del arabi Ayakat millan mazhabil hobi Ayakat millan mazhabil